Il faut dire que quelques jours auparavant, mon grand-père à qui je rendais visite à la maison de retraite du village m'avait raconté les battues qu'il avait faites à l'époque en tant que sapeur-pompier pour traquer la bête qui terrorisait la région. Une des battues serait justement déroulée dans le secteur de la cabane car des moutons avaient été massacrés à quelques centaines de mètres de là, dans un parc avoisinant. L'imagination galopante faisant le rester, j'ai eu un peu de mal à me rendormir ce soir-là. De retour sur Strasbourg, j'ai eu envie de me pencher plus en détail sur cette histoire quasi légendaire, au point qu'on oublie parfois qu'elle a bel et bien existé, et que c'était il n'y a pas si longtemps. Les battues dont me parlait mon grand-père se sont tenues durant l'hiver 1977-1978 dans les hauts des villages de Cornimont et La Bresse. Dans un terrain très accidenté et enneigé, la bête avait encore une fois échappé à ses poursuivants. Encore et toujours, on ne comptait plus en effet les battues mises sur pied depuis le printemps. 26 au total, ayant mobilisé plus de 1800 personnes. La première d'entre elles avait eu lieu le 8 avril 1977 autour de la forêt de Robertvillers, 50 km plus à l'ouest. Et c'est bien dans ce secteur qu'il faut retourner pour remonter la piste de la bête. La première manifestation de la bête remonte au 28 mars 1977. Au petit matin, un éleveur de Domèvre-sur-Dourbion, petit village de la plaine des Vosges, situé non loin d'Épinal, retrouve 7 brebis mortes dans son parc. Mais pour le moment, on pense simplement au forfait d'un chien errant. Et l'affaire ne fait pas grand bruit. Sauf que les attaques se multiplient rapidement dans le secteur. 11 brebis et agneaux le 30 mars à Addigny-les-Verrières. Une biche d'au moins 100 kg le 31 mars à Romont. Et surtout, 26 brebis le 9 avril à Mauryville. À partir de là, on n'y rigole plus du tout. La folie meurtrière du prédateur qu'on appelle désormais la bête commence à faire parler, et à faire un peu flipper aussi. Car une chose devient sûre, elle tue par plaisir et par goût du sang, ne mangeant en général qu'une seule de ses victimes. D'autres carnages s'annoncent. Alors on ne pense qu'à une chose, lui régler son compte au plus vite. On planifie des veillées, on pose des pièges, on organise des battues. Mais la bête semble d'une intelligence rare, et puis elle se terre dans l'immense forêt de Robertvillers. Pourtant, lors de la battue qui a suivi cette nuit sanglante du 9 avril, on la déniche. Un chasseur tire même une fois, mais sans l'atteindre. Une situation qui va malheureusement se répéter dans la semaine suivante. Tel un métronome, la bête continue donc de frapper. Le 17 avril, c'est le cadavre d'un jeune bœuf de 200 kg qu'on découvre dans un parc à Domèvre. Dans son livre consacré à cette histoire, Gaston Picard décrit la scène ainsi. Affreusement mutilé, les entrailles répandues sur le pré, l'épaule, la cuisse et l'échine dévorées, la gorge ouverte jusqu'à la colonne. Le 19, elle fait 60 victimes parmi les moutons et brebis. L'horreur monte crescendo. La bête semble être prise dans une spirale meurtrière qui commence désormais à inquiéter les autorités. La tension monte d'un cran. Les habitants du coin commencent à s'armer. On n'ose plus se promener seul en forêt. Dès cette époque, une énième battue a pourtant failli mettre fin à ces agissements. En fin débusquée, elle avait fini par sortir à découvert pile dans la ligne de mire des chasseurs. Mais faute de sang-froid, ceux-ci tirent de trop loin et ne font pas mouche. Pourtant, les balles s'enchaînent. 17 au total. Mais la bête semble invincible. Elle parvient même à sortir du dispositif en profitant du seul trou dans le filet. Un des chasseurs avait quitté son poste pour discuter avec son collègue. Avec un peu plus de compétence, l'histoire aurait pu s'arrêter là. À la place, elle ne va cesser de devenir plus fascinante. Le 21 avril à Girecourt sur Dourbion. C'est une génisse qui est en partie dévorée. Puis une autre le 25, une bête de plus de 100 kilos. On dit que seul un lion serait capable d'attaquer une bête de ce poids. Et la tension scénaristique continue de monter. Le 27, à Réincourt, la bête fait son festin. D'un poulain tout juste né,
On retrouve le pauvre, abdomen ouvert, intestin répandu entre les cuisses. Le 30, elle fait 17 victimes à moins de 100 mètres de l'habitation du propriétaire du troupeau, à l'orée de la ville de Robertville. La presse locale titre alors « La bête aux portes de la ville ». On fait même appel à des chasseurs réputés de la France entière, à des tireurs d'élite de l'armée et à des radiesthésistes avec pendule. Le préfet en personne est de la partie. Tout ce beau monde ne peut que constater l'échec et s'en repart la queue entre les jambes. La panique gagne. Les éleveurs et les mois, ainsi que la peur, se répandent dans la population. On est déçu et révolté par l'incompétence des autorités. Lors de la battue du 29 avril, la bête va même nous sortir un coup dont elle seule a le secret. Le chien policier suit une piste toute chaude. Les chasseurs sentent la bête prise au piège dans leur étau. Ils savent qu'ils vont la voir puisque le dispositif débouche sur une immense clôture haute d'1,50 m. Sauf que la bête, d'un bond admirable, franchit la clôture. Ce que ne pourront pas faire les hommes à ses trousses. Dans ce combat, la bête engrange les points. Son intelligence commence même à forcer l'admiration des chasseurs. Car elle sait les repérer et les mener en bateau. Elle les évente, revient sur ses pas, brouille les pistes en enjambant des ruisseaux, cherche à trouver la faille du dispositif, flaire les pièges, etc. Si on l'appelle la bête avec une majuscule, c'est faute de savoir à quoi on a affaire au juste. Si on pensait d'abord à un chien errant, l'hypothèse d'un loup commence à être sérieusement envisagée. Le mode opératoire, égorgement propre, fait bien penser à un loup, mais le carnage sanguinaire sont de l'ordre du chien. Plusieurs témoins l'ont décrite. On sait donc qu'elle est trapue, puissante, au fort poitrail, que ses oreilles sont petites et droites, que son pelage est à poils longs, de couleur fauve, roux, et plus foncé sur le dos. La queue, quant à elle, est assez courte, noire et touffue. Les empreintes font environ 80 mm sur 100 mm, ce qui impressionne plus d'un chasseur. On estime son poids à une soixantaine de kilos. Autre constat, sa vitesse est hors du commun, et ses qualités physiques sont exceptionnelles. Alors, loup? Chien-loup? Voir autre chose? Le délire collectif fera que certains y verront carrément un dingo. Un lynx, un puma, une hyène, voire même une créature surgit d'un autre âge. D'ailleurs, plus le temps passe, plus on croit désormais la voir, ici ou là. On peut partout à la fois. La psychose collective, amplifiée par les médias, alimente l'imagination. En ce mois de mai, alors que la région de Châtel-Rambervillers est sur le pied de guerre depuis la réunion des 40 maires du secteur, la bête va encore une fois jouer un sacré tour aux autorités. Alors qu'on met en place des troupeaux à pas ultra surveillés, la bête décide de frapper ailleurs. La voilà qui change de territoire, se sentant certainement trop menacée dans sa forêt de Rambervillers. Elle parcourt une vingtaine de kilomètres et frappe alors cette fois-ci dans la vallée de la Vologne, tuant des bêtes du côté de Décimont, puis de Près et de Jeux-Saint-Rupt. Les nouvelles battues ne sont pas plus fructueuses que dans l'ancien secteur. On connaît désormais bien le mode opératoire de la bête et à quoi elle ressemble. Il est venu le temps des hypothèses sur le pourquoi du comment. En effet, comment la bête a-t-elle bien pu arriver ici sans jamais faire parler d'elle ailleurs auparavant? C'est le grand mystère de cette affaire. Certains se demandent si ce ne seraient pas les deux loups qui regardent la nuit l'usine de Réopal. Supposition trop simpliste. Mais alors? S'est-elle échappée d'un zoo ou d'un cirque? L'a-t-on lâchée intentionnellement par pure malveillance? Ou a-t-elle échappé à la vigilance d'un propriétaire privé? Cette dernière thèse fait son petit bonhomme de chemin, et elle a de nombreux soutiens. Les rumeurs, ont aussi les dents longues. Des habitants auraient remarqué qu'une Volkswagen, avec à son bord 2 personnes, sillonnait les chemins forestiers la nuit, comme s'ils cherchaient quelque chose. Quelque chose comme une bête, par exemple. Serait-il possible qu'ils aient été engagés par les propriétaires pour récupérer ou abattre la bête sans que ça ne sache? On dit qu'on aurait fait venir la bête d'Europe centrale, qu'elle aurait échappé à son maître et s'en retournerait là-bas, d'où sa progression vers l'est. Il n'en faut pas beaucoup plus pour que la population pointe M. Reinhardt, riche industriel allemand qui venait de racheter il y a quelques années le plus grand domaine du coin, le château des Verrières. Pile là où il y a la première attaque. Tiens, mais aucune preuve ne vient étayer ces dires. Surtout,
La jalousie a pu rendre les chasseurs du coin amers. L'immense forêt giboyeuse du domaine venait en effet d'être entièrement clôturée par celui qu'il appelait le Boche. Les crimes perpétrés dans la région par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale sont encore dans toutes les mémoires. Aurait-il fait apporter clandestinement un loup de Carpates dressé au sifflet à ultrasons pour protéger son domaine? À moins qu'il faille retourner les soupçons dans l'autre sens. Et si c'était plutôt des chasseurs jaloux qui avaient introduit cette bête dans la forêt des Verrières pour nuire justement à M. Reinhardt? Rien ne permet aujourd'hui de valider telle et telle thèse. Reste que les rumeurs. C'est comme la confiture sur les doigts, ça colle à la peau. Et quand on ne sait rien, et que l'homme a l'horreur du vide, il vaut mieux toujours trouver un bouc émissaire. La bête a désormais un cap. Plein est. En effet, voilà qu'elle vient de parcourir 30 km pour frapper au Barup, à lieu-dit de Gérardmer. Elle fait donc son entrée remarquée dans les Hauts-de-Vosges. Et elle va y élire demeure pour tout le reste de l'histoire. Il faut dire qu'avec ce relief, ses parcs à moutons isolés et sa forêt immense et dense, le secteur a tout ce qu'il faut pour abriter une bête sauvage. Le 22 mai, elle attaque à la Bresse, village qui deviendra son grand manger de prédilection pendant tout le reste de l'année. Pour autant, il va y avoir un certain laps de temps où elle va rester silencieuse. Un silence pesant et presque aussi inquiétant. Il faut croire qu'en ces mois de juin, juillet et août, la nature lui aurait procuré de quoi se repaître. Et c'est donc fin août, le 24 exactement, qu'elle réapparaît. Elle fait 9 victimes d'un coup. Elle ne s'est donc pas détendue pendant ses congés d'été. Les battues reprennent direct, sans succès. En septembre, elle attaque dans un pré en bordure du village, tout près des habitations. L'audace est poussée à son paroxysme. En ce début d'automne, la nuit commence à tomber tôt, et on n'ose plus faire rentrer les enfants des fermes isolées à pied depuis l'école. Sait-on jamais, ils apprennent bien encore l'histoire du chaperon rouge. La litanie des attaques se poursuit sans relâche dans le village. Le 5 octobre, le déchaînement est à son comble. La liste des victimes ce jour-là est hallucinante. 21 moutons, 12 brebis, un bélier, 8 agneaux sont retrouvés massacrés. La stupeur est grande, l'inquiétude encore plus. Quand cela va-t-il s'arrêter? Le 14 octobre, elle attaque en plein jour, une première. Quelques jours plus tard, un habitant de la Bresse est réveillé vers 3 heures du matin par des bruits. Il ouvre alors ses volets et braque une grosse lampe projecteur sur son parc. Et là, que voit-il? La bête en train de traîner un chevreau. Elle s'immobilise, lâche lentement sa proie et le fixe. Battle de regard. Défi ultime. Le temps qu'il ait cherché un fusil, elle aura filé. Début novembre, elle attaque à 3 reprises dans le village de Rochesson, faisant plus de 20 victimes au total. Des attaques à répétition au même endroit. Voilà encore quelque chose de nouveau. La bête n'en finit plus de surprendre. C'en est trop. La presse annonce la couleur. La montagne sur le pied de la guerre. Le 5 novembre, c'est plus de 400 personnes qui participent à la battue dans la forêt de Noirgouth. Toujours sans succès, ces battues sont inefficaces et coûteuses. Les autorités sont de plus en plus décrédibilisées. Cette confusion agace la population. On se met à parler de bêtes diaboliques. Le 13 novembre, c'est au tour du plus gros troupeau de la région d'être attaqué en pleine tempête aux alentours du col de Grosse-Pierre. Un millier de moutons appartenant à Ben Abbé Amara, un agriculteur venu pour redescendre des chaumes vers sa bergerie d'Uxenay dans les plaines. En plus des 37 victimes, une centaine de moutons se sont égarés. On retrouvera des cadavres un peu partout, plusieurs mois plus tard, après le dégel. Le 15 novembre, une chose étonnante va conduire à une autre supposition. La bête ne serait-elle pas en fait un couple? Car il y a eu en effet 2 attaques quasi simultanées à 2 endroits différents, séparés d'une dizaine de kilomètres, à Gerbamont et à Rochesson. Les 3 battues qui suivront dans la tempête de neige sont épiques, mais vaines. La lassitude gagne tout le monde, sauf la presse. On s'en doute, la presse locale d'abord, puis nationale, ne s'est pas fait prier pour en faire ses choux gras. Quoi de plus normal? Les ventes gonflent et le lecteur a soif de frissons. Alors on utilise des trites un peu racoleurs et on feuilletonne, histoire de maintenir le suspense. Lorsque l'histoire remonte jusqu'à Paris, la presse nationale se déplace et ne se gêne pas pour faire un portrait peu flatteur de ce coin de France soi-disant reculé, aux mœurs ancestrales et aux habitants marginaux.
L'accent traînant des habitants trahit bien leur mentalité. On se gosse de poncifs et de clichés éculés, au point qu'aujourd'hui encore, il est difficile d'interroger les habitants sur la bête des Vosges par crainte de moquerie. J'aurais aimé clore cette histoire dans un ultime twist final digne des meilleurs films d'épouvante. Mais il n'y en a pas, car il n'y a pas de fin. Il n'y a que du vide et des questions sans réponse. En effet, après le 15 novembre 1977, la bête ne fera plus aucune victime. On croit bien l'apercevoir une fois ou deux. Une battue est même mise sur pied le 9 janvier 1978 à Cornimont, dans près d'1 mètre de neige. Mon grand-père se souvient encore, ski au pied, des traces fraîches dans la neige. On apercevra une dernière fois ces traces le 3 février au lieu-dit Dispatch, à la Bresse. Puis plus rien. L'humeur de la population se partage alors entre soulagement et amertume. Soulagement d'être enfin libéré de ce démon, amertume de ne pas l'avoir tuée et surtout de ne toujours rien connaître sur elle. Le bilan est terrible. Près de 300 bêtes furent tuées. Surtout, elle a disparu comme elle s'en était venue. Elle est morte de sa belle mort, ou tuée par un tueur anonyme? A-t-elle été récupérée par son maître? Est-elle partie toujours plus vers l'est, mais sans faire de victimes parmi les troupeaux assassins? Le mystère reste entier. On ne se saura donc jamais quel animal c'était exactement non plus. Un chien, un loup, un chien-loup, tant de questions qui fascinent encore aujourd'hui.